Titre de ce journal, 5 ans après la catastrophe aérienne de la Yéménia au large des Comores, les familles des 152 victimes demandent réparation. Le procès en civil vient de s'ouvrir à Aix-en-Provence. Le ministre de l'Intérieur à Montpellier samedi, Bernard Cazeneuve, qui a amené dans ses valises 25 policiers supplémentaires pour l'année prochaine. Et puis nous irons à la rencontre de Miss Provence 2013. Anne-Laure, une Varoise de 21 ans, est officiellement la représentante des Provençaux. Mais tout d'abord, donc, il aura fallu attendre 5 longues années. Mais ça y est, enfin, le procès du crash de la Yéménia a débuté aujourd'hui au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Il s'agit d'une procédure civile et non pénale où il est surtout question d'indemnité pour les proches des 152 victimes de la catastrophe aérienne qui s'est produite en 2009 au large des Comores. Des familles qui réclament des sommes à la hauteur du préjudice qu'elles ont subi. Reportage Ali Martiniki. Les victimes n'ont pas eu le temps de souffrir ou de se voir mourir. Les propos tenus par l'avocat de la compagnie Yéménia ont fait réagir les familles de victimes du vol Sana Moroni qui s'est crashé au large des Comores le 30 juin 2009. C'est la preuve tangible et matérielle qui montre la maltraitance que les familles des victimes ont subie durant 5 ans. Je comprends l'indignation, mais comprenez aussi ma position. Je dois défendre ma cliente et nous estimons qu'on a des bons éléments pour contester ce chef de préjudice. Après, c'est une histoire de preuves et on a estimé que les preuves n'étaient pas là. 153 personnes étaient à bord de l'A310 de Yéménia. La seule survivante, Baya Bakari, a passé près de 11 heures dans l'eau glaciale de l'océan Indien. La mort, elle l'a vue venir à plusieurs reprises. Son père a tenu à être présent ce matin au procès. C'était une journée très importante pour elle, bien sûr, pour sa maman et pour toute la famille. Mais moi, ce que je demande aujourd'hui à la justice, de savoir qui est coupable. Et chacun prend ses responsabilités. L'enquête a conclu à une faute de pilotage. Les avocats des familles de victimes contestent. Ils dénoncent même une véritable affaire d'État. On savait que c'était des avions poubelles, tout le monde était au courant, il ne fallait pas le dire, il fallait faire taire ceux qui le disaient. Et des menaces politiques ont été clairement exprimées pour dire qu'il ne fallait pas rechercher la responsabilité de Yéménia. La justice se prononcera sur le montant des indemnités le 19 février 2015. En attendant, Yéménia espère reprendre ses vols depuis Marseille au mois de décembre. Tant que la Yéménia ne participera pas, ne collaborera pas dans la procédure pénale, un principe de précaution s'applique et il faut que les vols de la Yéménia soient suspendus jusqu'à ce qu'on ait ces éléments. C'est aussi simple que ça. Après cela, elle pourra reprendre ses vols sans aucun problème. L'aéroport Marseille-Provence risque de connaître une fin d'année très mouvementée. Dans l'actualité également aujourd'hui, un dossier sensible sur le plan environnemental. Depuis près de 20 ans, l'usine Alteo, située à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, déverse ses eaux usées au large de Cassis dans les Calanques. Mais avec la création du parc national des Calanques, l'entreprise est censée mettre fin à cette pollution et à ces fameuses boues rouges. Pourtant, elle vient d'obtenir un sursis. Le conseil d'administration du parc national des Calanques vient en effet d'accorder cette autorisation pour 30 années supplémentaires en promettant un meilleur contrôle de ces eaux rejetées, inacceptable pour les écologistes qui se sont mobilisés aujourd'hui. On écoute le président du parc national des Calanques. Il explique pourquoi il a fait ce choix au micro de Marguerite Kioch. Et donc le résultat, c'est qu'on donne une dernière chance à Alteo, une dernière chance qui sera graduée en fonction des rendez-vous que nous ferons avec lui et avec l'ensemble des membres de l'État. Voilà. Nous n'avons pas aujourd'hui j'allais dire à couper la vie de Alteo. Voilà. Et l'ensemble des administrateurs l'ont bien compris, puisqu'il y a un vote qui est majoritaire, avec des contre évidemment, mais qui sont salutaires aussi, parce qu'il faut bien comprendre qu'il faut que l'investisseur et l'entreprise comprennent que tout n'est pas permis, que le poids sera sur lui et sur l'État qui est chargé de le contrôler encore une fois. Au chapitre politique à présent, le jeu des chaises musicales en Languedoc-Roussillon. Il présidait le département du Gard et il va très probablement diriger la région très prochainement. Damien Alary est appelé à succéder à Christian Bourquin, le président de la région Languedoc-Roussillon, décédé récemment. Il faut donc trouver un nouveau patron pour le département du Gard. Ce sera très certainement Jean Denat. Le maire de Vauvert a obtenu ce matin l'investiture du groupe socialiste. Les explications avec ce reportage d'Olivier Michel. Réunion au sommet pour les conseillers généraux du groupe PS gardois. Dans le cadre de la succession du président du département, Damien Alary, ils se sont aujourd'hui tous rangés derrière leur président de groupe, Jean Denat, seul candidat déclaré. Je suis heureux
en tant qu'homme, fier aussi, fier pour ma commune, parce que c'est important de devenir peut-être le président du conseil général et d'avoir comme cela la confiance de mes collègues, la confiance de Damien Larry aussi. Une décision qui intervient rapidement alors que Damien Larry n'est pas encore élu à la présidence de région, une façon de faire taire toute forme de velléité et d'afficher l'union du PS gardois. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte politique où les Français ne croient plus aux hommes politiques. On a des difficultés à se faire entendre au quotidien et à faire partager nos valeurs. Et dans tout ça, est-ce que vous croyez qu'il y a de la place de la querelle des hommes par pure ambition? Moi, je crois qu'il faut au contraire un petit peu élever le débat, faire en sorte que derrière Jean Denat, dans les 6 prochains mois, on puisse faire fonctionner ce département dans de bonnes conditions. Une union qui vise à ne pas entacher plus l'image du PS gardois, malmenée depuis le couac des municipales et marquée par un procès pour détournement de fonds et une mise sous tutelle. Si nous donnons déjà le bâton pour nous faire taper dessus, déjà que c'est difficile au niveau national, alors si on multiplie les expériences au niveau local, eh bien je pense que c'est la fin de quelque chose. En tous les cas, ça serait terrible. L'élection de Jean Denat devrait intervenir avant la fin octobre. Il laissera alors vacant sa place de maire de Vauvert, où il sera remplacé par Cathy Guyot. À Montpellier, c'est la dernière ligne droite avant l'unification pour l'UM1 et l'UM2. Les 2 universités montpelliéraines n'attendent plus que le décret officialisant leur union. L'université de Montpellier se placera alors au 5e rang avec 41 000 étudiants, 72 unités de recherche, 4 500 agents et un budget annuel de 400 millions d'euros. Une fusion qui ne bouleversera pas le quotidien des étudiants, mais qui permettra de définir une stratégie commune. Écoutez. Vu de l'étranger, Montpellier 1, 2, 3, ça ne veut pas dire grand-chose déjà. Aller expliquer, ne serait-ce, il ne faut pas très loin. À Barcelone, par exemple, il y a 3 présidents d'université, alors qu'il y a l'université de Barcelone, c'est assez délicat. Donc ça, c'est un premier enjeu de visibilité internationale, de simplification aussi. Il y a ensuite un autre enjeu, c'est que les sites universitaires français sont en restructuration et aujourd'hui, la tendance est à la création de grandes structures qui peuvent justement rivaliser les grandes structures sur le plan international. C'est Aix-Marseille, c'est Strasbourg, c'est Nancy-Metz, c'est Bordeaux. Et donc finalement, pour Montpellier, il y a aussi la volonté de prendre cette logique-là. Dans l'actualité également, Bernard Cazeneuve était à Montpellier samedi. Le ministre de l'Intérieur a promis des effectifs de police supplémentaires au maire de la ville fin août après une fusillade sur fond de trafic de drogue qui a fait 2 morts. Quartier Le Maçon, Philippe Sorel avait réclamé des renforts, refusant que Montpellier ne devienne, je cite, un Chicago. Explication, Céline Olive. Dès le 28 février prochain, 25 policiers supplémentaires seront affectés au commissariat de Montpellier. Le but est de donner à la ville les moyens de faire face à l'augmentation d'une certaine délinquance. Il y a 2 sujets à Montpellier sur lesquels nous devons témoigner d'une grande vigilance. C'est sur les cambriolages hors zone de sécurité prioritaire. Nous avons une augmentation de 12%. Je ne l'ai pas caché parce que je tiens à la transparence des statistiques et des chiffres et à cette rigueur et à cette honnêteté, et aussi une vigilance à avoir sur le trafic de stupéfiants. Cambriolage et trafic de stupéfiants en hausse donc, mais pour Bernard Cazeneuve, les chiffres de la délinquance à Montpellier sont tout de même bons. On note une baisse des agressions physiques, des violences crapuleuses et de la grande criminalité. Des résultats encore meilleurs en zone de sécurité prioritaire où la présence policière a été renforcée depuis 2012. Mais pour Philippe Sorel, 25 policiers de plus, c'est bien, mais ça n'est pas assez. On ne peut pas dire que ce soit complètement suffisant parce que les syndicats parlent de 50 effectifs nécessaires, 50 postes de policiers nouveaux nécessaires. Mais c'est une belle avancée, je ne peux pas vous dire le contraire. Les syndicats de police restent, eux, inquiets de la situation. Une vingtaine de policiers doivent partir à la retraite d'ici la fin de l'année. Alors 25 nouvelles arrivées, c'est une solution, mais seulement à court terme. On savait déjà qu'on allait perdre des effectifs d'ici juin 2015. On savait qu'on allait être encore un peu plus en sous-effectif. Cette arrivée de 25 policiers, ça nous donne une petite bouffée d'oxygène, mais c'est insuffisant parce qu'on repousse le problème à l'année prochaine. Entre le nombre des départs et celui des arrivées, le solde devrait être positif en 2015. Mais la question, c'est encore de savoir combien il y aura vraiment de policiers en plus. Autre titre ce soir avec les chiffres du tourisme à Marseille. Des chiffres décevants pour cet été. Alors que l'année commençait plutôt bien, le mois de juillet était catastrophique. Les professionnels du tourisme espèrent maintenant se rattraper sur la fin de la saison. Reportage Marine Burlot.
Ici, on est bien loin des préoccupations de la rentrée. Au programme, partie de boule pour certains, détente en musique pour d'autres. Ça fait 2 ans que Philippe et Dominique viennent se relaxer sur la Côte Bleue. Et si ces Vosgiens ont choisi septembre, ce n'est pas un hasard. C'est surtout le fait qu'il y a moins de monde, c'est moins fréquenté, quoi. On commence à avoir la baisse de fréquentation et c'est ce qui nous attire énormément, nous, dans cette période. Outre le calme, septembre offre des prix plus avantageux. Au camping Marius, à la Couronne, les vacanciers continuent d'arriver. Nous avons rempli jusqu'au 21 septembre, niveau location, et en espérant que le soleil va nous aider pour remplir la suite. La saison était pourtant mal partie. En juillet, on estimait jusqu'à moins 7% de fréquentation par rapport à l'an dernier. Mais pour ce mois-ci, les professionnels du tourisme sont plutôt optimistes. Par contre, on a de belles perspectives sur le mois de septembre, donc, puisqu'on a une augmentation prévue des réservations de 2%. On retrouve une fréquentation à la fois de clientèle affaires, mais aussi une clientèle loisirs, hors famille avec enfants scolarisés, mais qui est une clientèle toujours intéressante. Et c'est vrai que depuis pas mal d'années dans la région, depuis 5-6 ans, on a des fins d'été qui sont plutôt ensoleillées, avec un climat doux, donc ça permet de favoriser une fréquentation à cette période-là. Vous l'aurez compris, jeux de cartes, pétanque ou apéritif, la fin de l'été n'a pas encore sonné. En bref, on l'a appris aujourd'hui, Laure Manodou a été victime d'un accident de la route. La championne de natation a été renversée par une voiture dans le quartier de la Pointe-Rouge à Marseille alors qu'elle circulait à moto en fin de matinée. Elle a été transportée aux urgences de la Conception, mais elle ne souffre que d'une légère blessure à la cheville. Et puis on termine avec une demoiselle. Elle s'appelle Anne-Laure, elle a 21 ans. Elle est varoise et elle a obtenu le titre de Miss Provence 2014. L'élection avait lieu vendredi soir à Gemnos, dans les Bouches-du-Rhône. Sarah Mejri y a assisté et vous présente celle qui est officiellement la plus belle des Provençales. Reportage. Cette couronne, il y a longtemps qu'elle l'attendait. À 21 ans, Anne-Laure Fourmont devient Miss Provence 2014 et réalise un premier pas vers son rêve d'enfant. Championne de rugby l'année dernière, Miss Provence cette année, des crampons au talon, la Varoise ne cesse de gagner. Je réalise pas encore vraiment mon couronnement. C'est la 3e fois que je me représente, donc comme quoi j'ai bien fait de persévérer jusqu'au bout. À peine couronnée, la Miss est directement jetée dans le grand bain. Interview, séance de dédicace et shooting photo, Anne-Laure fait désormais de la grande famille des reines de beauté. Un résultat qui correspond aux impressions de la salle ce soir, aux impressions du jury. Je la connais pas encore assez, j'ai pas encore assez discuté avec elle, mais à première vue, c'est une très jolie candidate. Donc non, je pense que voilà, elle peut avoir ses chances. Sa chance, c'est le 6 décembre qu'Anne-Laure devra la saisir. En attendant, direction la République dominicaine avec les autres Miss pour préparer pendant un mois la cérémonie.